ransomware, par exemple, tout hasard, sur le système, en fait, vous pourrez restaurer l'état précédent. Comme vous le savez, en fait, une sauvegarde complète d'un volume depuis un NAS, ça prend quand même pas mal de temps. Et comme nos boîtiers fonctionnent 24 heures sur 24, la lecture et surtout l'écriture n'aident pas pendant la sauvegarde. C'est pour ça qu'en fait, parfois on a un décalage en fait entre le moment où on fait la sauvegarde et l'état réel des données. Et en plus, on peut avoir des corruptions de données. Je prends un exemple. Par exemple, on va prendre Pierre qui va lancer une sauvegarde des données du NAS. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a Paul qui va ajouter un fichier dans un répertoire déjà sauvegardé. Malheureusement, il va être absent de la sauvegarde. Donc, en fait, on peut avoir un décalage entre l'état réel du NAS et la sauvegarde par fichier. On peut aussi avoir de la corruption, c'est-à-dire que si la taille des fichiers change pendant la sauvegarde, en fait, on ne pourra pas récupérer le fichier si on devait faire une restauration. Donc, l'autre solution, c'est bien sûr d'arrêter temporairement l'accès aux données pour faire la sauvegarde, mais je vous avouerai que c'est plutôt très pénalisant, surtout quand il y a des utilisateurs qui sont connectés ou des applications qui fonctionnent. Donc, la réponse, vous l'imaginez bien, c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est les snapshots. Donc, le snapshot, c'est quoi? C'est une photo, c'est une copie en lecture seule de l'ensemble des données figées à un moment donné. Alors, l'avantage, c'est ça permet de ne pas bloquer les utilisateurs, ni les applications, pendant cette sauvegarde, pendant le snapshot. Et le snapshot, le système de fonctionnement, c'est par bloc. C'est-à-dire qu'on ne va pas enregistrer le fichier tel qu'on le connaît comme une sauvegarde classique ou un copier-coller, par exemple, qu'on pourrait faire pour une sauvegarde, mais c'est vraiment une sauvegarde par bloc. Et le temps et les entrées-sorties nécessaires à la création d'instantanés n'augmentent pas la taille de l'ensemble des données. Donc ça, c'est une particularité. Je ne sais pas si Stéphane pourra nous le montrer. Et l'avantage aussi qu'on a avec les snapshots, c'est bien sûr la possibilité de les copier d'un NAS à l'autre, de les cloner. Et ça, je crois que Stéphane nous fera une petite démonstration avec Replica. Juste avant de laisser la main à Stéphane, pour rappel, les snapshots, généralement, sont disponibles sur les NAS plutôt haut de gamme, à base de processeurs Intel ou AMD. Cependant, QNAP a réussi à contourner cette limite et propose donc des modèles récents, alors plutôt récents, mais à base d'ARM. Donc, comme on peut voir sur l'écran, là, on a du Realtek, du Marvell, mais aussi de l'Annapurna. Et cerise sur le gâteau, tout cela est possible avec le système de fichiers EXT4. Donc, pas besoin d'avoir autre chose que du standard. Par contre, la contrepartie, c'est que ça demande quand même pas mal d'usage de RAM. Donc, si ça fonctionne avec un NAS, comme on peut le voir, avec un NAS avec 1 giga de RAM pour faire des snapshots, il est plutôt recommandé quand même d'avoir une machine avec 2 gigas à minima. Enfin, comme on peut voir sur le tableau, le nombre de maximum de snapshots est bien sûr lié à la mémoire. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Stéphane, tu prends la main? Oui. Donc, vous voyez tous mon écran? Oui. Pas pour le moment, pas pour ma part. Je vois toujours l'écran de webmail. Moi, c'est marqué comme quoi je partage mon écran. Super, c'est bon. Voilà. Ok, donc là, ici, j'ai un NAS, c'est un TVS 473, mon dernier firmware. J'ai paramétré mon stockage. Donc, j'ai 3 disques en RAID 5. Donc, voilà. Et j'ai créé un pool de stockage avec 2 volumes. Donc, un volume système de 500 Go et un volume pour mes données de à peu près 500 Go aussi. Donc, ce qui est important pour pouvoir utiliser les snapshots, comme c'est du mode bloc, de créer un pool de stockage. Ça ne fonctionnera pas sur du volume statique, car les snapshots, comme l'a dit FX, sont en mode bloc. Donc, elles seront écrites ici sur l'espace non alloué que vous voyez en gris. Elles ne sont pas écrites sur le volume. Donc ici, on a le choix pour créer les snapshots, soit de créer un espace snapshot garanti, ce qui va faire ce qu'on appelle un jailroot des snapshots. Elles seront enfermées dans cet espace clos, ou on peut également
les créer directement sur le pool de stockage, mais ça va s'incrémenter dans cet espace jusqu'à pouvoir le saturer. Mais bon, il y a une fonctionnalité dans les snapshots qui dit de supprimer le premier snapshot si on arrive à moins de 32 gigas de l'espace sur le mode bloc, sur le bloc du pool. Donc alors, pour commencer, moi je crée ce qu'on appelle l'espace snapshot garanti. Le voilà. Donc par défaut, on peut le régler à 20%, 5, 10%, 15 ou 20%. C'est selon les modifications, on va dire, de vos fichiers. Hein. Donc, comme l'a dit FX, c'est pas une copie de fichier, c'est vraiment tout se passe au niveau des inodes de fichiers. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est un inode correspond à l'allocation d'un fichier. Un inode égale un fichier, grosso modo. Et c'est les blocs de ces inodes qui vont être indexés dans cet espace snapshot réplica. Donc là, moi, je crée 20%, allez. On peut également le personnaliser si on souhaite. Donc, vous allez voir, il va me créer, voilà, c'est l'espace snapshot garanti. Donc, toutes mes snapshots vont être JRoutés dans cet espace. Ensuite, je sélectionne le volume sur lequel je veux créer mon snapshot. Bon, sur le volume système, c'est pas la peine, c'est plus pour mes datas. Je vais prendre un cliché ou utiliser directement le gestionnaire de snapshot. Donc là, vous avez un petit wizard qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je vais programmer déjà mes snapshots. Activer une planification. Donc, je vais en planifier quotidiennement, on va dire à midi, quand les gens sont en train de manger, midi et demi, allez. Donc là, grosso modo, il fera automatiquement donc un snapshot tous les jours à 12h30. On peut imaginer que pour un particulier, c'est voilà, une fois par jour, ça peut être suffisant. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour les entreprises, par exemple? Pour les entreprises, on peut faire un répété toutes les heures, par exemple. D'accord. On peut faire ça. Après, bon, c'est vraiment très rare ce type de configuration. Généralement, les entreprises, elles font plus de l'hebdomadaire ou alors elles font une politique de conservation de snapshot. D'accord. Gestion version, on va faire des snapshots horaires quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Donc, ça va permettre de garder différentes versions au cours du temps. Alors, il y a Philippe qui nous demande, c'est quoi l'option snapshot intelligent? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vous laisse lire. C'est écrit ici. Voilà. En fait, dès qu'il y a un petit i, vous pouvez cliquer dessus et ça vous donne l'information sur la fonctionnalité. OK. Donc, vous pouvez créer. Donc, moi, je vais garder ce snapshot pendant 7 jours. Donc, ça, c'est mon espace snapshot garanti. Donc, voilà, la planification est effectuée, mais je n'ai pas encore de snapshot. Donc, je vais prendre un premier cliché. Vous allez entendre un petit bruit, normalement. Donc, je ne vais pas le garder en permanence. Voilà, ça, c'est mon NAS qui a une sortie son, donc ça fait un petit bump. Donc, voilà, j'ai pris mon premier snapshot. D'accord. Et vous voyez, maintenant, j'ai un appareil photo qui est ici. Donc, cet appareil photo, il suffit de cliquer dessus. Et vous allez avoir ici une timeline qui va vous permettre de remonter dans le temps selon vos différents snapshots. Et vous allez pouvoir naviguer dedans pour pouvoir récupérer un fichier, restaurer le fichier à son emplacement ou dans un autre emplacement. Vous allez pouvoir cloner également le snapshot ou restaurer complètement un volume. Donc, on peut faire une petite expérience. Ici, je vais supprimer Guardian, par exemple, de mon répertoire. Je vais même m'assurer qu'il n'est pas dans la corbeille, histoire de ne pas tricher.
Donc voilà, j'ai plus Guardian. Je retourne dans mon gestionnaire de stockage. Data. Je vais aller sélectionner Guardian. Je le restaure. Et Guardian réapparaît. Et vous voyez que la donnée n'a pas été corrompue, rien du tout. Notre autre fonctionnalité qui est également intéressante, c'est si jamais… Juste une petite question dans le chat. Cloner un snapshot, quel est l'intérêt? Le cloner, c'est pour pouvoir cloner un volume vers un autre volume. Enfin, pour pouvoir restaurer un volume dans un autre emplacement, tout simplement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ça y est. Donc maintenant, il y a d'autres fonctionnalités qui vous permettent à l'utilisateur, ce n'est pas nécessaire d'être admin pour récupérer un snapshot. C'est-à-dire, vous avez un petit répertoire Recently Snapshot ici. Il suffit d'aller dedans et vous allez voir tous vos snapshots. L'utilisateur pourra voir les snapshots et pourra restaurer de lui-même le fichier. Donc, ces fichiers ne peuvent pas être modifiés. Vous remarquerez, je ne peux rien créer. Voilà, j'ai des erreurs. C'est normal parce que les snapshots sont en lecture seule. C'est une sécurité. Autre fonctionnalité intéressante également, c'est que ça va prendre en compte les versions précédentes dans Windows. Donc, vous allez pouvoir restaurer directement également à partir des versions précédentes. Voilà. Donc, si jamais vous avez un ransomware ou quelque chose qui vous attaque, vous pouvez très bien restaurer complètement le snapshot, le volume complet. Donc là, la restauration, tu peux la faire exactement au même endroit ou dans un autre endroit, par exemple. Voilà, exactement. Vous avez d'autres fonctionnalités ici qui permettent de faire certains réglages également. Si vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent utiliser les versions antérieures, si vous voulez cacher le répertoire snapshot dans le partage, etc. Donc depuis l'explorateur de fichiers, c'est bien ce que tu voulais dire. Oui. On avait une question de Philippe. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais je vais quand même poser la question parce que elle rejoint peut-être celle que j'avais. Sur le snapshot et la restauration en fait d'un fichier, d'un dossier ou du snapshot entier, on récupère bien sûr l'intégralité des droits. Oui, bien sûr. Ne change pas. Bien sûr. Les métadonnées sont inscrites également dans le fichier. Ouais. D'accord. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, voilà pour la partie snapshot. Donc, bon, je peux en prendre un autre si je veux. Il n'y a pas de problème. Alors, une autre question. Contre les ransomware et la durée de conservation des snapshots et leur nombre est difficile à déterminer pour moi. Doit-on se baser sur la volumétrie des utilisateurs? Je n'ai pas très bien saisi la question. Alors, je pense que la question de Philippe derrière, c'est il a du mal à évaluer en fait combien de snapshots il doit gérer quotidiennement ou de façon hebdomadaire, mais aussi en fait l'espace de stockage que cela représente en fait. Alors, comme expliqué, vous voyez l'espace snapshot garanti. Vous voyez, j'ai mis à 20% de mon pool de stockage et on voit que j'ai 368 gigas seulement d'inscrits dans cette partie-là. Donc, en fait, c'est vraiment cet espace se gère en fonction des modifications que font les utilisateurs sur leurs fichiers. Donc, si les fichiers sont modifiés très souvent et vous faites des snapshots très souvent, à ce moment-là, cet espace va grandir plus rapidement. Mais si les fichiers sont très peu modifiés, cet espace ne grandira, n'évoluera pas aussi rapidement, tout simplement. Après, l'évaluation du nombre de snapshots, c'est vraiment en fonction de la politique de l'entreprise, on va dire, de la sécurité. Après, généralement, on fait une copie hebdomadaire.
7 copies journalières et une copie hebdomadaire, une mensuelle, et après on peut faire une annuelle. C'est comme ça que programment généralement les entreprises. Voilà, c'est vraiment en fonction du besoin de l'entreprise. Je ne peux pas dire autrement. Donc ça, c'est les premiers éléments. Après, autre élément, vous pouvez également exporter le snapshot. Voilà. Donc, alors, vous pouvez exporter un snapshot sur un périphérique externe. Alors, vous allez dire à quoi ça sert. En fait, tout simplement, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé cette fonctionnalité parce qu'ils installent à la chaîne des NAS. Donc, en fait, ils créent un snapshot de leur volume système, l'exportent sur un disque USB, et après, ils ont juste à restaurer ce snapshot sur un nouveau NAS pour avoir une copie identique du même NAS. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Alors, attends, oui, c'est très clair. Une petite question d'Axel. Donc, si tous les fichiers sont édités à chaque snapshot, la taille de l'espace snapshot est égale à la taille des données multipliée par le nombre des snapshots, ou bien il y a une compression? Non, il n'y a pas de compression, c'est juste les blocs modifiés qui sont indexés. Donc, ça se passe au niveau des inodes des fichiers. Alors, si je devais faire un raccourci de ce que tu viens de dire, Stéphane, c'est-à-dire que si mon fichier, par exemple, fait 3 blocs, Voilà. et que, on va dire qu'il y a une modification de ce fichier-là, mais qui ne représente qu'un seul bloc, C'est ça, c'est ce bloc-là qui va être indexé ici, dans l'espace snapshot garanti. donc quelque part, en fait, on peut gagner de la place en fait, sur nos sauvegardes. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est comparer à une sauvegarde par fichier. Oui, après, attention, les snapshots, ce n'est pas des sauvegardes. Hein. Ce n'est pas considéré comme des sauvegardes. C'est une sécurité locale. On est d'accord. On est d'accord. Et peut-être que tu vas nous montrer ce qu'on peut faire en plus des snapshots en local. Alors, ce qu'on peut faire, c'est. Je voulais vous montrer également en SSH un petit peu ce qui se passe. Donc, vous voyez vos volumes et ici, vous voyez vos snapshots directement qui sont créés. Donc, après, ceux qui connaissent SSH, ils peuvent s'amuser à monter le snapshot dans un répertoire pour récupérer un fichier également en SSH. Il y en a beaucoup qui font ça également. Donc, après, ce qu'on peut faire pour sauvegarder ces snapshots, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Snapshot Replica. Donc, le Snapshot Replica, ça a besoin d'un NAS distant, ou ça peut être un pool local également, un autre pool de stockage local, mais ce pool doit être vide. Aucun volume, parce qu'en fait, il va créer un volt distant de la taille de votre volume qui est snapshoté. Donc ici, là, j'ai un NAS qui fait 1 Tera, et j'ai mon volume qui fait 500 gigas. Donc, ce que je vais faire, je vais créer une tâche de réplication. Donc, je choisis mon deuxième volume, réplication. Là, j'ai 2 snapshots dessus. Je vais sélectionner mon NAS distant. Alors, le mot de passe admin. Je crois que je n'ai pas activé SSH, je ne sais plus. On va voir ce que ça va nous dire. Non, c'est bon. Donc voilà, il me dit que j'ai bien l'espace nécessaire. Je peux créer. Je vais garder 30 versions de mes snapshots sur ma sauvegarde en réplica qui sera ici. Je vais planifier un réplica quotidien sans date d'expiration, une fois par jour. Je le commence je ne sais pas, quand tout le monde a fini de bosser, 21h, notre bosse tard. Je vais pouvoir crypter la transmission, compresser la transmission, définir la bande passante également pour la transmission, etc. Donc, le processus est en cours.
Alors, je crois que tu n'avais pas coché exécuter maintenant, hein, donc la tâche ne va peut-être pas se lancer. Mais c'est possible. C'est ce que j'allais voir. Voilà, allez, on pose. Exécuter maintenant. Alors, on a plusieurs questions dans le chat, on va y répondre. On attend juste que. Voilà. Donc voilà. Alors attendez, laissez-moi finir. Donc là, il crée mon volt. Donc ce volt va être la taille du volume qui est ici. Ok. Alors, la limitation de cette partie réplica, c'est si jamais vous étendez votre volume, le réplica ne fonctionnera plus. Il est impossible d'étendre un volt distant. C'est-à-dire, si là, je le passe à 600 gigas, je ne pourrais pas étendre mon volt à 600 gigas. Je vais devoir recréer un nouveau volt, supprimer ce volt et en recréer un. C'est une limitation du snapshot réplica. Donc voilà, bon, c'est en cours, ça va prendre un petit moment. Alors, on a différentes questions pendant ce temps-là. La première question de Webmail, le snapshot, donc on a vu que c'était visible sous Windows avec l'explorateur. Ce que nous dit Webmail, c'est que sous Linux, il ne le trouve pas. En fait, il dit qu'il ne semble pas navigable. Normalement, recycle bin. Le fichier, le répertoire snapshot devrait apparaître même sous Linux. Alors, je vais préciser, donc, le répertoire apparaît bien. Le répertoire apparaît bien. J'ai bien une entrée pour le snapshot, mais quand je veux rentrer en cette entrée snapshot, je ne sais pas rentrer dedans. Quand tu double-cliques, il ne se passe rien, c'est ça? Ça me donne un message d'erreur, comme quoi le link est cassé, le lien est cassé. Donc voilà, c'est peut-être un problème de config chez moi, mais par défaut, ça devrait fonctionner sous Linux aussi. Ah oui, ça devrait fonctionner sous Linux. Après, autre possibilité pour restaurer le snapshot, c'est se connecter sur FileStation. Oui, bien sûr. Et sur FileStation, vous avez le récent snapshot, et vous avez également la partie instantanée qui apparaît là. Ah oui. Voilà. Et là, pareil, tu peux faire une restauration de l'intégrité ou tu peux descendre à un dossier ou à un seul fichier. C'est ça, exactement. Là, je peux rentrer dedans et je vois mes fichiers. Ok. Alors, une autre question de Philippe concernant Replica que tu viens de nous montrer et notamment la sauvegarde distante. Donc, le QNAP distant doit avoir quoi comme prérequis? Est-ce que ça fonctionne avec un vieux NAS? Et Philippe nous dit, est-ce que ça peut fonctionner avec un TS659 Pro? Non. Ça ne marchera pas. Les 659 sont des NAS Legacy. Il ne me semble pas que ce soit possible. En fait, il faut pouvoir créer un pool de stockage. Si vous ne pouvez pas créer de pool de stockage sur le NAS distant, vous ne pourrez pas créer de Vault. Il faut qu'il puisse gérer la partie snapshot. Il faut que le NAS distant également ait cette fonctionnalité. Bon, là, déjà, je suis sur un vieux NAS. Hein. Là, c'est un TS253 Pro. Donc, il a déjà 5-6 ans. Hein. Après, ça fonctionnera sur les petits modèles qui viennent de sortir, les TS130, TS230, par exemple, également. Les petits ARM64. Ok. Donc voilà, bon, là, ça va prendre un petit moment, donc je ne sais pas si on aura fini d'ici là. Donc, on a vu qu'on pouvait faire une sauvegarde extérieure d'un snapshot. On a vu qu'on pouvait faire un réplica. Voilà, on pouvait restaurer également via l'explorateur. Voilà, depuis FileStation. Alors, est-ce qu'on a le temps effectivement de parcourir un petit peu les autres dossiers? Tu nous expliques un petit peu plus sur les snapshots. Alors, dans les autres dossiers, vous allez là, ici, sur la partie snapshot, que dire de plus tout se gère via le gestionnaire de snapshot. Donc, si vous avez des interrogations, vous avez toujours le petit aide qui est ici. Hein, vous pouvez parcourir. Vous avez la partie options ici qui permet d'affiner, on va dire, les options de ces snapshots.
Donc, Et alors, des raccourcis, des choses comme ça. Là, je peux pas trop faire d'action vu que c'est en train de faire son réplica. Ce qu'il faut noter également, c'est que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, FX, c'est également utilisé par Hybrid Backup Sync pour pouvoir faire une sauvegarde des données afin que les données, s'il y a des écritures en même temps pendant la fenêtre de sauvegarde, que ce soit bien la fenêtre de sauvegarde à l'instant T qui soit sauvegardée sur le NAS distant. et alors, est-ce que je peux faire une sauvegarde d'un snapshot donc sur, on va dire, un disque externe? Est-ce que je peux faire la sauvegarde? Donc là, on est sur le réplica, donc il va faire une réplication. Hein, donc, mais est-ce que je peux faire une sauvegarde sur un autre NAS distant? Et pourquoi pas sur un cloud? Alors, privé ou... sur un NAS distant, hein, c'est ce que je suis en train de faire avec le réplica, on va dire. Là, après, il y a une autre fonctionnalité, mais qui est disponible seulement sur QTS Hero, qui est le SnapSync. Le SnapSync va synchroniser en temps réel les snapshots sur un autre QTS Hero ou QES, mais mon QES, c'est vraiment le très haut de gamme. Et là, ça permet également d'avoir une sorte de vrai PRA, on va dire. J'ai des clients qui l'utilisent pour des LUN ISCSI de leur VMware et ça fonctionne parfaitement. Ils ont éteint l'autre NAS, le NAS maître, ils ont reconnecté l'initiateur sur le NAS en réplica et ils ont pu reconnecter leur LUN en l'état tel qu'elle était. Parce que ça ne fonctionne pas uniquement que sur en mode fichier, on va dire, parce que le volume c'est du mode fichier, mais les snapshots fonctionnent également sur le mode bloc. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer un LUN SCSI également et faire du snapshot sur ce LUN SCSI. Donc là, je crée mon target. Pool de stockage. Oui, sur celui-là. Hop, en lourd. Donc, je vais faire une petite plane, 10 gigas, pas vraiment grand truc. Donc après, si je suis sur du Linux, c'est du 512. Si je suis sur du Windows, c'est du 4K. Donc voilà, là, il me crée mon LAN ISCSI. Donc voilà, j'ai mon LAN ISCSI. Et je peux très bien également lui prendre un snapshot. Et également programmer sur ce LAN ISCSI des snapshots. Je peux lui répéter toutes les heures. On aura exactement les mêmes paramètres, les mêmes réglages, c'est ça? Oui, les mêmes réglages, ou peu importe. C'est vraiment selon la politique de l'entreprise, quoi. Toutes les heures, je vais faire un snapshot de mon LAN ISCSI. Alors, petite question dans le chat, Stéphane. Comment régler les remontées d'erreurs sans être noyé d'informations? Mail ou SMS. Aussi, sur le NAS distant, il y a un événement qui dit qu'il n'y a plus de place. Un réglage à faire du côté du NAS distant? Ah non, ça c'est oui, sur le NAS distant ou sur le NAS, mais c'est pas le gestionnaire qui le fera. C'est vraiment la partie centre de notification. Et avec donc là, faut créer vos règles. Des règles de notification. Donc là, vous en avez une pelletée. Hein. Donc normalement, si tout est configuré dans le centre de notification et dans QLog Center, vous recevez par mail ou par SMS les notifications
Alors, ce que dit Philippe, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations et qu'on est vraiment noyé dedans. Donc, Il faut bien les paramétrer, c'est vrai. c'est ça. Il faut vraiment bien paramétrer. Sur mes NAS, bon, je fais pas tout ça. Je surveille juste l'état de mes disques. Donc, après, bon, voilà, vous avez le mail, le SMS, sur les messageries instantanées et également sur des pushs via les applicatifs QNAP de téléphone. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, tout se règle dans la partie centre de notification et QLock Center. Voilà. Alors, on a vu comment le mettre en place. Bien sûr, c'est possible de revenir en arrière. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux changer ma politique de sauvegarde et je veux plus utiliser ou ma politique de snapshot, je veux plus faire de snapshot, on peut revenir en arrière sans problème. Ah oui, bien sûr, il suffit de les supprimer. C'est tout. Mais alors, si j'ai une réplication avec snapshot réplica, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah la réplication, ça ne fonctionnera plus vu qu'il n'y a plus de snapshot sur le volume. D'accord. Parce qu'il va répliquer les snapshots qui sont ici, sur le NAS distant, sur celui-ci. Donc j'aurai mon Volt qui est là. Mon Volt qui est là, il aura la taille de ce volume. Il aura une taille de 494,54. Alors, oui, tout à fait. Donc, j'ai bien compris qu'en fait, donc, si tu arrêtais les snapshots sur ton NAS principal, ici, là, c'est le 473. Il n'y aura plus rien à répliquer. Il n'y aura plus rien à répliquer, mais le TS253 Pro gardera les informations, oui, bien sûr. Donc, il s'arrêtera. Donc, effectivement, il sera à l'état de l'arrêt du snapshot. C'est ça, exactement. D'accord. C'est ça. Après, je ne sais pas si on aura le temps de voir. Après, sur le snapshot réplica, vous pourrez naviguer. Vous aurez également le petit appareil photo et vous pourrez naviguer dessus comme si c'était le volume qui est ici. Donc, vous allez pouvoir restaurer via le snapshot Vault directement un fichier ou cloner localement un snapshot sur le pool de stockage ici pour recréer le volume distant qui est sur mon 73. Donc, je retrouverai mes informations sur un volume cloné ici sur le 53. Alors là, le premier réplica est très très long. C'est comme ça pour tous les réplicas. Non, là, il crée juste le Volt. Il crée le Volt, donc c'est la première. C'est la création du Volt qui génère effectivement ce délai qui est très long. C'est ça, exactement. C'est la création du Volt. Après, quand on le synchronise, c'est juste les blocs qui sont synchronisés. Donc, on peut comprendre que certains, en fait, préfèrent justement de faire une copie sur un disque externe, par exemple, et donc remettre sur un nouveau, peut-être pour gagner du temps. Tu parles au mode fichier? Ouais. Copie fichier. Oui, c'est différent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, un snapshot réplica, ça sera plus rapide. Une fois que le Volt... Une fois qu'il est paramétré. Une fois que le Volt est créé et que la politique de sauvegarde est bien mise en place. Ouais. Le snapshot réplica fonctionne que dans un sens, c'est-à-dire du mètre vers... c'est ça, là, dans ton exemple, c'est du 413 vers le 253 Pro. Oui, c'est ça. Après, on peut restaurer le volume et refaire un réplica dans l'autre sens, si on souhaite. C'est ce que je voulais dire. Ou on pourrait avoir un second volume, par exemple sur le 253 Pro, et décider de le répliquer vers le 273. Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Ça pourrait fonctionner dans les deux sens. Alors, hop, une autre question dans le chat. Beaucoup de professionnels ne remontent rien vers eux ou leurs clients, car la maîtrise de cette partie événement n'est pas connue, pas maîtrisée. Et de ce fait, il y a des incidents majeurs qui arrivent plus souvent que l'on croit. Il manque pour certains, dont moi, une vraie maîtrise ou un vrai tuto des bonnes pratiques. En tout cas, merci pour ces informations. De rien. Mais c'est vrai que... Cette partie-là, en fait, soit on en a beaucoup,
souvent on n'en a pas assez. Et donc, c'est pas évident. Il faut effectivement, Philippe, il faut vraiment jouer avec les outils. Il faut vraiment passer un temps, un temps certain, effectivement, sur cette partie-là. Ouais, ça demande avant de mettre en production un NAS, il faut vraiment bien appréhender la solution, savoir ce qu'on veut faire, quel type de données on a, quelle va être la fréquence de modification. Enfin, il faut essayer d'analyser un petit peu tout ça. Après, bon, c'est vrai que ça reste quand même assez flexible derrière, parce que vous pouvez modifier les politiques, l'espace snapshot garanti, vous pouvez étendre le pool si besoin, vous avez plus de place, ou étendre un volume de manière dynamique, hein. Là, je peux très bien étendre mon volume ou le réduire, peu importe. Après, j'ai eu un cas de figure hier d'une personne. Elle avait un pool de stockage et elle avait qu'un seul volume qui remplissait tout ce pool de stockage. Et elle disait, ben moi, je voudrais bien faire du snapshot, mais je peux pas, j'ai plus de place sur mon pool. Donc, ce que je lui ai fait faire, je lui ai fait convertir son volume lourd en volume léger. Elle avait un pool de 4 Tera, la personne, et un volume lourd de 4 Tera. Mais elle avait que 2 Tera de données sur ce volume. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai fait faire transformer son volume lourd en volume épais afin de réallouer l'espace vide sur le pool. Elle a pu créer à ce moment-là son espace snapshot garanti. Et après, derrière, je lui ai fait reconvertir son volume léger en volume lourd. Donc, parce que les volumes lourds, c'est toujours plus facile à administrer que les volumes légers. Donc, pour rappel, un volume lourd, ça alloue l'espace complet sur le pool de stockage, alors qu'un volume léger, il n'y a pas de préallocation. Il écrit les données en simultané. Les données qui sont écrites sur le volume incrémentent le pool de stockage en même temps. Donc, ça peut faire de la surallocation, des choses comme ça. Donc, c'est des choses auxquelles il faut se méfier quand on utilise des volumes légers. Donc, c'est toujours mieux de travailler sur du volume lourd qui est plus rapide en plus que le volume léger, car l'espace est préalloué. Stéphane, une autre question, toujours sur les snapshots et plus précisément en cas de ransomware. La taille des données va donc doubler vu que les fichiers cryptés donc, vont être considérés comme des nouveaux fichiers. Hein, donc, ça rappelle ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et donc, les fichiers légitimes, quelque part, ils vont être supprimés. Non, ils ne seront pas supprimés. C'est les blocs. Même s'il fait un snapshot par-dessus le volume qui a été crypté, ouais, c'est les blocs, les nouveaux blocs qui vont être incrémentés. Il suffit de revenir au snapshot 3 jours avant. Mais est-ce que tu risques pas d'avoir un gros snapshot, justement? Non. Non. C'est juste les blocs. Ça sera que les inodes modifiés. Donc, normalement, ça passe, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord, ça ne va pas forcément générer une taille de snapshot beaucoup plus volumineuse, voire doubler de taille. Non, normalement, non. Et autre question, y a-t-il un système de sécurité d'alerte justement dans ce genre d'événement, ce cas-là? C'est-à-dire qu'on pourrait voir, on pourrait imaginer, je ne sais pas si ça existe, je t'avouerai, Stéphane, sur un système d'alerte ou de remontée où il y a une forte activité en fait sur un volume. Ça peut. Philippe dit non. Non, ça n'existe pas, c'est sur le NAS, mais bon, c'est des choses qui peuvent être développées, on va dire. Ouais, je pense que effectivement, s'il y avait une activité où on pourrait mettre. Alors, Axel parle d'un script perso. C'est ça, exactement ça, avec une fonctionnalité comme d'inotify, fonctionnalité, une commande. Je crois qu'elle dit oui, voilà, une commande inotify well qui va en fait monitorer le système de fichiers et remonter des événements s'il y a trop d'activité. Après, bon, faut voir. C'est quelque chose à penser, on va dire. Oui, tout à fait. Une excellente question, effectivement. Alors, je vais faire le timekeeper. Il nous reste 15 minutes, Stéphane. Ouais, parce que moi, après, j'ai quelque chose. Donc, voilà. Donc, le snapshot, je pense pas qu'on aura… Le réplica, on n'aura peut-être pas le temps
Alors, de voir. on va profiter de ta présence, peut-être abuser. Si les gens veulent rouvrir leur micro et poser une question directement ou dans le chat, surtout n'hésitez pas, des questions autres que les snapshots. Alors tiens, QLocker a attaqué que mes photos perso. J'ai mis 15 jours à m'en rendre compte, d'où ma question. Bah oui, je comprends, Axel, effectivement. Ouais. Donc, alors, QLocker, c'est une saleté, on va dire. C'est une faille de sécurité qui était dans les API de HBS3, dans une version, je ne sais plus, 2 versions précédentes, je crois, il me semble. Et via les API, il y avait une injection, il y a un hacker qui a trouvé une injection SQL, ce qui lui a permis d'envoyer un script Python sur le NAS. Et c'était très difficile à la R&D de le trouver parce que ce script, une fois qu'il est lancé, et qu'il s'auto-détruit. Donc, ils ont quand même réussi à le choper. Et qu'est-ce que faisait ce QLocker? Il supprimait les snapshots via une commande. Hein. Si on a un accès route en SSH, on peut très bien supprimer les snapshots via une simple ligne de commande. Hein. Donc, il supprimait ces snapshots et commençait son encryptage en 7zip, mais sur les fichiers inférieurs à 32 gigas seulement. Et une fois que tout était fini d'encrypter, il s'autodétruisait. Donc la seule solution, c'était de choper le mot de passe d'encryption pendant la phase de cryptage 7zip, chose qu'on va dire il y a 5%, 10% des cas où ça a été faisable. Sinon, le seul moyen, pour récupérer les fichiers, c'est d'arrêter toute écriture sur le volume et de lancer un photorec. Alors, pour information, il y a la R&D qui va sortir un soft qui s'appelle QRecovery, de mémoire, hein, je crois, qui sera basé sur Photorec, qui va permettre de récupérer tous les fichiers qui ont été supprimés et de récupérer l'arborescence également. Donc là, c'est une info que je vous donne un peu exclusive. C'est pas encore sorti, mais ça va sortir d'ici une semaine ou deux. Et donc vous allez pouvoir récupérer tous vos fichiers. Donc voilà. Sinon, la solution, c'est vraiment, j'ai fait un tuto que j'ai publié sur le forum d'ailleurs pour pouvoir récupérer avec Photorec vos fichiers qui auraient été supprimés. Donc, ce qui est important, par contre, c'est d'avoir le moins d'écriture possible sur le volume pour pouvoir récupérer ces fichiers. Donc voilà. Alors ça s'anime beaucoup dans le chat, Stéphane. Mmh. Donc il y en a qui demandent quand est-ce qu'on mange. Axel nous dit qu'effectivement il n'a pas compris parce que son compte admin était désactivé et donc pour lui. Ouais, non, en fait, même si le compte admin est désactivé, l'injection SQL prenait l'UID 0 quand même. Parce qu'il n'est pas désactivé vraiment, il est désactivé sur l'interface et sur certains services. Mais admin, enfin le root, on va dire, parce que le root c'est l'admin, a toujours besoin de tourner en arrière-plan. Sinon, les processus ne tournent pas. Ok. Alors Christophe qui nous dit que ça serait bien de faire un autre webinaire. Ouais. La sécurisation des données. De quoi? La sécurisation des données. Peut-être même aller au-delà de la sécurisation des données, c'est-à-dire comment bien sécuriser son NAS. Ouais, voilà, plutôt, parce que là, déjà, c'est une partie sécurité que je viens de montrer avec les snapshots. Après, on peut. Après, les snapshots, c'est pas une sauvegarde non plus, hein, à part la partie réplica, qui peut être considérée comme une sauvegarde. Une vraie sauvegarde, c'est comme on l'a expliqué au TechD, c'est les 3-2-1. Donc, c'est avoir 3 sauvegardes, 2 locales et une externalisée. Donc, ça, c'est le top to top, on va dire. Donc, c'est-à-dire une sur un autre NAS, une sur un périphérique USB et une exportée off-site, on va dire. Donc, ça, c'est via l'outil. Je ne sais pas si je l'ai installé. C'est via HBS3 qui est installable dans l'App Center.
Hop, sauvegarder. Montre-le. Il est où? Il est là. Non, mais c'est vraiment l'indispensable avec Malware Remover. Voilà, c'est vraiment c'est l'outil indispensable. Ah non, j'ai cliqué 2 fois. Voilà, après, bon, il y a d'autres outils, hein. Bon, ça, c'est pour les VM, Hyperdata Protector. Bon, Hybrid ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire. C'est vraiment très sympa. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, à ouvrir vos micros aussi. Hein. Soyez bloqués. Je crois qu'il y en a qui ont des enfants autour d'eux, donc ils ne pourront pas assez librement. Donc après, comme je disais aussi à FX, si vous avez des questions, je suis quasiment tous les jours sur le Discord de QNAP Club. Juste une question alors. Le snapshot qui a été fait à distance, il peut être restauré sur un 3e NAS? Par exemple, dans l'idée, le NAS principal tombe en panne, on en achète un neuf. Il faudra recloner le snapshot ou le mettre, enfin ça dépend de la taille du volume, sur un disque USB et le transporter, etc. Et ensuite le restaurer sur un pool de stockage. D'accord. Donc la réponse est oui. Oui. Pas facile, mais oui. Question pro revendeur, on a une question. Y a-t-il des rendez-vous de prévus? Des rendez-vous? Des rendez-vous, je pense, les événements que vous faites, QNAP. Ah oui. Alors, on a reçu l'IT Partner, donc on y sera. Par contre, apparemment, il demande un test PCR ou un pass vacciné, là, je sais pas comment ça s'appelle. D'accord, le passeport. Et Stéphane? Comment? Il se tient quand, l'IT Partner? Ah, je sais plus, c'est Bernard qui m'a dit ça. Ça doit être en septembre, je crois. Hein. En septembre. Il me semble. Après, il y aura d'autres événements. Sans doute, on va faire aussi l'Ingram Showcase à Lille. Après, il y aura sûrement également des petits événements organisés par des distributeurs comme SQP ou des revendeurs comme l'AFI ou des choses comme ça. Alors, j'ai été voir sur le site de l'IT Partner, c'est le 29 et 30 septembre 2021. Toujours. Voilà. Alors, attends, je te le livre en direct. J'utilise beaucoup QSync. Parfois, quand je clique droit avec la souris, les options associées au QSync disparaissent. Je suis obligé de réinstaller l'application. Est-ce normal? Sous Windows. Alors, c'est pas normal, je te rassure. Mais ça, je ne sais pas du tout. Là, faut vraiment ouvrir un ticket. Là. Comme ça, je peux pas dire.